On va passer donc à la présentation et au contexte de cette présentation. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Dupont de la CARSAT. Oui, donc faisons un point un peu sur le contexte de ce plan régional en santé et sécurité au travail. Donc c'est une déclinaison du plan santé au travail national avec quelques orientations spécifiques en ce qui concerne la région des Pays de la Loire. Donc ce plan régional en santé au travail numéro 3 couvre la période 2016-2020. Il a été étendu notamment en fonction de la pandémie. On n'a pas encore commencé le plan santé au travail numéro 4. Donc c'est au niveau régional un lien entre tous les acteurs pour œuvrer sur des thématiques communes. Vous en voyez 3 ici. Donc c'est une synergie des compétences locales qui a permis de travailler sur premier objectif local, la prévention primaire et la culture de prévention. Travailler aussi sur la qualité de vie au travail, maintien en emploi et performance. Et puis, troisième objectif, le dialogue social et le système d'acteurs qui concourent à la prévention des risques professionnels. Donc, sur les 3 objectifs déclinés, le groupe de travail formation que j'ai eu la joie de piloter, là, a été composé des partenaires sociaux, les représentants des services de santé au travail de la région des Pays de la Loire, des organismes de formation, comme le CNAM aussi, évidemment, et puis la CARSAT des Pays de la Loire. Il y avait en tout ces 13 ou 14 groupes de travail. Je vous laisserai préciser, Monsieur Billon, là j'ai une petite incertitude. Et nous, sur la formation, nous avons ciblé plus particulièrement la culture de prévention au travers de ce nouvel acteur qui est le salarié désigné compétent, pour tendre vers une approche globale de la prévention des risques professionnels en développant la prévention primaire, qui est bien celle qui permet d'améliorer la performance de l'entreprise et la pérennité de celle-ci. Vas-y. Donc, comme vient de le dire Monsieur Dupont, lorsque l'on parle de démarche de prévention, on vient de rappeler qu'on distingue 3 niveaux. Donc, tout d'abord, la prévention primaire, donc c'est l'approche que nous recommandons, consiste à combattre le risque à la source. Cette approche, elle est centrée sur le travail, que ce soit son environnement, mais également son organisation. Elle passe par la prise en compte de l'ensemble des facteurs de risque dans une situation de travail. Pour prévenir, donc il conviendra de faire son évaluation des risques, un diagnostic approfondi et surtout mettre en place un plan d'action de prévention en agissant le plus en amont possible. Ensuite, on va voir la prévention secondaire qui consiste à limiter les atteintes sur la santé. Donc concrètement, la situation à risque, elle est déjà établie, elle est présente dans l'entreprise. Donc il faut agir pour diminuer, réduire les conséquences de l'exposition. Donc, cela peut passer par l'ajout de protection collective ou de protection individuelle. Au niveau de la prévention tertiaire, donc là, ça consiste à intervenir lorsque le dommage a déjà eu lieu, afin d'éviter la survenue des complications, les séquelles, les récidives, éviter surtout les incapacités professionnelles et favoriser le maintien en emploi. Pour pouvoir illustrer ces 3 niveaux de prévention, on va prendre le risque incendie qui peut être présent dans tout type d'entreprise. Donc, pour la prévention primaire, ça sera un travail sur la conception des locaux. On va privilégier, par exemple, l'utilisation de produits non inflammables lorsque cela est possible. Ensuite, on va chercher au maximum à séparer les combustibles des sources de chaleur, par exemple. On procédera également aux vérifications périodiques des installations électriques qui peuvent engendrer un risque incendie. Ensuite, au niveau de la prévention secondaire, on s'appuiera surtout sur tous les systèmes de lutte contre les incendies. Donc, ça sera l'installation d'extincteurs, de robinets incendie armés, les sprinklers, les détecteurs autonomes de fumée incendie, etc. Et ça passera également par les exercices d'évacuation, la formation du personnel, l'utilisation des extincteurs, la formation d'ITUIL, CERFIL, etc. Et enfin, pour illustrer la prévention tertiaire, ça sera la prise en charge du salarié blessé, donc toutes les procédures que l'entreprise mettra en place, les trousses de premiers secours, mais également la formation des sauveteurs secouristes du travail. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de la prévention primaire, c'est l'approche qu'on va privilégier car on la sait beaucoup plus efficace à long terme, tant du point de vue de la santé et de la sécurité des salariés, mais également celle de l'entreprise. Et pour rappel, ça reste également une obligation de l'employeur.
Alors, comme je disais tout à l'heure, et comme vient de le préciser Madame Berger, le souhait, c'est bien de tendre vers une culture de prévention. Donc, on doit bien s'appuyer sur les 3 types de prévention, comme nous l'a présenté Madame Berger à l'instant. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'on est quand même face à une prévention primaire qui est relativement faible, plus celle qui touche les domaines organisationnels. Et demain, ce que l'on souhaiterait, c'est renforcer cette prévention primaire de manière à faire diminuer de plus en plus cette prévention tertiaire, puisque de toute manière, il nous en faudra tout le temps. Voilà, le but, comme vient de nous le présenter M. Bignon, là, c'est bien d'inverser la tendance. Plus on travaillera en organisationnel au départ, eh bien, la prévention secondaire, elle sera toujours présente aussi. Il faudra corriger, réparer, réduire. Mais le but, c'est d'éviter cette prévention tertiaire où là, on a une victime et le but, c'est de réparer les dommages. Et en fait, n'oublions pas que on devra toujours en laisser puisqu'il faudra éviter que l'état de la victime ne s'aggrave en cas d'accident. On parlait tout à l'heure de l'exemple de l'incendie, en cas de brûlure, il faudra toujours des secouristes, mais plus on agira en amont, moins on aura besoin de cette prévention tertiaire, ou alors on peut même dire qu'on n'aura peut-être pas besoin de la mettre en route, quoi. Alors, le salarié désigné compétent, c'est un acteur qui semble être encore un peu méconnu, et pourtant il existe depuis de nombreuses années dans pas mal d'entreprises. Il peut avoir d'autres appellations. C'est peut-être aussi parfois la personne qu'on appelle le référent en santé et sécurité au travail, l'animateur HSE, hygiène, sécurité, environnement, ou alors l'animateur QHSE, qualité, sécurité, environnement. Le chargé de prévention, il peut aussi être appelé chargé de sécurité, responsable sécurité, assistant de prévention. Vous ferez face à beaucoup de noms qui correspondent à cette mission déjà dans des entreprises. C'est juste que les textes, là, l'ont appelé salarié désigné compétent. Ce qu'il faut, c'est vous poser la question, est-ce que vous avez cette compétence au sein de votre entreprise, oui ou non, et voir un peu ce qu'on attend d'elle aujourd'hui, quoi. Alors, d'où ça vient? Le salarié désigné compétent, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre réglementaire avant tout. C'est pas nouveau, ça date de la directive de 89, mais peut-être qu'on peut faire une toute petite pointe d'historique pour rappeler que la prévention, on en a toujours fait, quoi. Ça s'est surtout accéléré à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, hein, où on a eu 3 grandes périodes. Une période entre 1946 et 1976, où là, on a cherché à mettre en place les structures qui vont concourir à la prévention. C'est la prise en compte des accidents de travail et maladies professionnelles au sein de la sécurité sociale, création de l'INRS qui deviendra INRS, création de l'organisme professionnel de la prévention du bâtiment et travaux publics, etc. Et en fait, toutes ces institutions ont été créées dans cette période 1946-1976 avec une notion d'intégration de la sécurité intégrée. On a eu ensuite une seconde période, 1976 à 1991, où là, on a renforcé cette notion de sécurité intégrée et on a commencé à voir l'influence du droit européen qui a poussé notre réglementation nationale, qui a influencé le droit national. Nouvelle approche, depuis 1991, la loi pose les principes fondamentaux des principes généraux de prévention pour l'employeur. On a eu un changement d'orientation. Nous étions avant sur une obligation de moyens. Et depuis 1991, c'est la nouvelle approche. On est sur une obligation de sécurité de résultat pour l'employeur. Il doit assurer la santé et sécurité des travailleurs en s'appuyant sur les 9 principes généraux de prévention. Alors, cette directive cadre, la numéro 89-391 du 12 juin 89, l'article 7 stipulait déjà en 89 que l'employeur devait désigner au moins un salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise. Je rappelle à ce propos que dans la même directive, c'était l'article 9 qui imposait à l'employeur d'évaluer les risques. Ça a été transposé dans notre droit français par la loi 2011-867 du 20 juillet 2011. Et depuis le 1er juillet 2012, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Il faut désigner un salarié compétent. Il y a 2 décrets de janvier 2012 qui précisent et qui concrétisent tout cela sous un angle juridique. Et pour en savoir un peu plus, nous avons la circulaire de la Direction générale du travail, la numéro 13 de novembre 2012, qui explique et détaille quelles sont les missions que l'on peut confier à notre salarié désigné compétent. Tout ceci est codifié dans le Code du travail avec l'article
4644-1. Très bien, merci Monsieur Dupont. Juste avant de passer à la slide suivante avec Monsieur Soulard, je rappelle à l'ensemble des participants qu'il est possible de poser vos questions dans la barre de chat, donc par écrit. Nous y répondrons en fin de présentation. Donc voilà, il y a eu quelques nouveaux qui sont arrivés durant l'intervention de Monsieur Dupont, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans la barre de chat. Voilà, je passe la parole à Monsieur Soulard. Très bien. Donc alors, le salarié désigné compétent, en fait, quel va être son rôle dans l'entreprise, sachant que, bien sûr, il sera donc désigné par l'employeur. Ceci est important, parce que c'est l'employeur qui, quand même, déjà connaît bien son personnel et qui peut déjà pressentir les affinités que peuvent avoir telle ou telle personne vis-à-vis de ces sujets de santé, sécurité au travail. Après, à charge de l'employeur d'identifier les sujets ou les sujets les plus, comment dire, importants ou qu'il estime être les plus importants et les missions qu'on peut confier à un salarié qu'on va désigner compétent. Autrement dit, ça va de simples diagnostics parce qu'on va apporter au SDC, on va apporter, je dirais, des compétences qui vont lui permettre de pouvoir identifier des situations, identifier des risques. Ça peut tout simplement être l'accueil des nouveaux. Ça, c'est un sujet excessivement important dans une entreprise, puisque la personne nouvellement arrivée est déjà potentiellement une personne qu'on peut exposer sans le faire exprès, à de nombreux risques présents dans l'entreprise. Ça peut être un travail qui peut être cumulé avec autre chose. Participer à l'évaluation des risques, vous avez sans doute tous entendu parler de l'évaluation des risques professionnels, le fameux document unique. Maintenant, le SDC peut s'occuper tout ou en partie de ce type d'action. Tout ce qui va être suivi des plans d'action, bien sûr, et voire même d'assurer la mise en œuvre. Et je dirais, la liste est loin d'être exhaustive puisque je parle aussi d'analyse d'accidents a posteriori, ça peut être intégration du retour d'expérience. Je dirais que la liste n'est pas exhaustive dans la mesure où tous les sujets de prévention et essentiellement les sujets de santé, sécurité au travail qui touchent l'entreprise peuvent être tout ou en partie appréhendés par ce salarié désigné compétent. Pour ce faire, forcément, il faudra qu'il ait les compétences, pardonnez-moi ce pléonasme, mais ces compétences, s'il ne les a pas déjà lui-même, on pourra lui apporter les outils et les connaissances nécessaires pour ce faire. Alors, je pense que je continue la suite. Hein. Je ne voudrais pas empiéter sur... Oui, c'est ça. Voilà. Ah, je dirais que le lien avec les autres acteurs, déjà l'employeur. Alors, on s'était fait la remarque quand on avait répété un peu notre présentation vendredi, mais effectivement, l'employeur, moi, par expérience, puisque j'ai côtoyé pas mal d'entreprises, essentiellement des TPE, PME, puisque forcément, dans une grande entreprise, il y a souvent un fonctionnel de sécurité qui a déjà les diplômes, les bagages, et qui va par nature être en charge de ces sujets. Dans des entreprises de taille plus modeste, les moyens étant souvent plus limités, on va souvent aussi s'appuyer sur les acteurs tels que le CSE, anciennement soit les CHS ou les DP ou les CE, mais le CSE de nos jours, qui a nombreux avantages, mais qui présente aussi quelques petits inconvénients. C'est que le CSE est constitué de membres qui sont souvent volontaires, mais dont la sensibilité vis-à-vis des sujets de santé et sécurité au travail est d'une part variable selon les personnes. Et donc, et en plus assez volatile, dans la mesure où j'entends la volatilité par la durée. Hein, CSE n'est pas éternel. Donc, en fait, autant ces partenaires, autant ces acteurs internes sont nécessaires, mais autant, pas toujours. Bien sûr, il y a des cas où ça marche très très bien,
mais pas toujours à la hauteur des espérances qu'on pourrait avoir en tant que chef d'entreprise sur qui je peux m'appuyer. Le fait de désigner une personne compétente sur ces sujets qui pourrait être un interlocuteur, hein, entre autres des CSE, ça permet d'une part d'asseoir ceci dans la durée en ayant des compétences acquises, vérifiées, et qui plus est, vont pouvoir, je dirais, se pérenniser dans le temps, dans les années. Autrement dit, l'employeur bénéficie, je dirais, à ses côtés d'une personne qui va être à la fois compétente et surtout durable, et qui bien sûr est issue de l'entreprise. Ça, pas forcément, mais je pense que M. Dupont ou M. Bignon y reviendra. Voilà. Donc, si je continue, c'est ce que j'essayais d'exprimer peut-être. Non, excusez-moi, monsieur. Oui, vous prenez la suite. Hein. Oui, c'est ça, c'est Mme Berger qui va prendre la suite. Allez-y. Je vais juste compléter en fait ce que M. Soulard a dit. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la relation des instances représentatives du personnel, il faut bien rappeler que le salarié désigné compétent participe à la politique de prévention définie par l'employeur. Et de l'autre côté, le CSE, quant à lui, contribue à la démarche de prévention en représentant les salariés. Donc, c'est vrai que chacun a un rôle bien spécifique. C'est pour cela qu'il peut être compliqué que le salarié désigné compétent soit également membre du CSE. Néanmoins, le salarié désigné compétent peut participer à titre consultatif aux réunions du CSE. Cela peut être intéressant étant donné que dans ses missions, il participe également à la réflexion et à l'élaboration du plan de prévention. Et d'autant plus, comme vient de dire M. Soulard, il est relais opérationnel entre les différents acteurs de l'entreprise. Monsieur Soulard. Ah oui, pardon, j'avais inversé mes diapos. Effectivement. Donc, effectivement, alors, les salariés désignés compétents, en fait, il est dans l'entreprise. Et le terme d'opérationnel qui vient d'être prononcé est, à mon sens, essentiel. Il est censé pouvoir communiquer à la fois avec l'opérationnel, la production, les représentants du service du personnel, les RH, que ce soit les achats, les méthodes, la maintenance. En fait, tous les acteurs de l'entreprise sont des interlocuteurs du salarié désigné compétent, et celui-ci peut s'appuyer sur toutes ses autres compétences pour aider l'employeur à bâtir sa démarche de prévention. Alors, je reprends la main. Alors, qui désigner c'est la question que va se poser l'employeur, le chef d'entreprise. Mes collègues, Mme Berger, M. Soulard, nous ont présenté les différents acteurs de l'entreprise, leurs différents liens opérationnels. L'employeur, lui, c'est de son ressort. C'est lui qui doit désigner, c'est bien ce que dit le texte, c'est de son ressort de désigner le salarié compétent dans l'entreprise. Alors, il pourra consulter le comité social économique. Ce qu'on va lui demander, c'est de privilégier un salarié interne à l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il sera au plus proche des situations réelles de travail, une meilleure connaissance des risques de l'entreprise, et puis surtout, il aura déjà ce lien avec les autres acteurs que nous ont présentés Mme Berger et M. Soulard dans l'entreprise. Et ce sera beaucoup plus simple pour lui de lever un peu tout ça, car comme on l'a dit précédemment, c'est un relais opérationnel au sein de l'entreprise pour faire vivre la démarche de prévention. Donc, on va privilégier un salarié interne à l'entreprise. On rappelle aussi que les textes n'ont pas dit qu'il fallait nommer un seul salarié désigné compétent. Il faut nommer au moins un salarié. On peut en avoir plusieurs. On peut très bien imaginer qu'on a une personne plus sensible à tout ce qui touche aux ressources humaines, la formation, qui s'occupera peut-être plus particulièrement de l'accueil des nouveaux embauchés. On peut imaginer aussi peut-être que nos collègues de maintenance seront plutôt là pour faire le lien avec les vérifications périodiques obligatoires. C'est en général ce qu'ils font au sein de l'entreprise. Enfin, il faut bien que le chef d'entreprise voit que cette personne, elle est là pour l'aider, l'accompagner, pour appréhender toutes ces notions de santé et sécurité dans l'entreprise, car le chef d'entreprise n'a pas que ça à faire non plus. Ça fait partie de ses missions, mais ça peut lui soulager.
On peut aussi imaginer partager une ressource commune avec d'autres employeurs. Si la structure de l'entreprise n'est pas très importante, c'est aussi envisageable. Peut-être que dans une petite zone industrielle, enfin, on peut avoir un SDC commun à différentes entreprises. On peut aussi faire appel à un intervenant en prévention des risques professionnels. Alors, quels moyens il va avoir ce salarié désigné compétent? Quels moyens va avoir l'employeur? Comment doit-on articuler tout ça? L'employeur doit s'assurer de sa compétence. Il doit s'assurer de la compétence de notre salarié désigné compétent, comme le disait le texte. Donc, si la personne a déjà un diplôme en santé et sécurité au travail, ça fait foi. Il doit formaliser sa désignation. Ça, c'est extrêmement important, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut qu'on sache que c'est cette personne dans l'entreprise qui est chargée de participer à la démarche de prévention, de s'occuper des activités de prévention et de protection des collaborateurs. On comprendra mieux pourquoi cette personne viendra nous chercher des ressources sur la sinistralité de l'entreprise. Peut-être qu'elle viendra voir le responsable achat pour rechercher la fiche de données de sécurité d'un produit chimique. Enfin, voilà, le fait de formaliser sa désignation, on comprendra mieux pourquoi il y a ce lien fonctionnel entre le salarié compétent et l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc, il faudra prévoir et organiser du temps. Ça, c'est très clair. Il faut que le chef d'entreprise octroie aux salariés le temps pour pouvoir réaliser sa mission. S'il est juste chargé d'accueillir les nouveaux et qu'on accueille un nouveau une fois par an, on comprend tout à fait qu'il pourra faire ça dans le temps qui lui est imparti dans le reste de ses missions. Si par contre le chef d'entreprise dit écoute, tu seras chargé de t'occuper du document unique, d'abord le réaliser, puis le mettre à jour, tu t'occuperas aussi d'analyser les actions de travail, tu accueilleras tous les nouveaux, il faudra lui laisser le temps pour qu'il puisse réaliser toutes ses missions correctement, Il devra lui laisser l'accès aux informations, donc ça répète un peu le deuxième item, puisque si on formalise la désignation, on comprendra bien qu'il peut avoir accès, il peut avoir besoin de certaines données. Je parlais tout à l'heure de fiches de données de sécurité d'un produit chimique, c'est aussi des données de sinistralité, mais tout ce qui peut être nécessaire pour qu'il puisse réaliser ses missions. Quant au SDC, lui, quels moyens? Il peut bénéficier d'une formation, les deux décrets qu'on a vus tout à l'heure de 2012 précisent. C'est une véritable ressource clé pour faire vivre cette démarche de prévention et ça permet aux chefs d'entreprise d'avoir quelqu'un qui est toujours en veille sur ces notions de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Très, très bien, merci Monsieur Dupont pour ces précisions. Monsieur Soulard également et Madame Berger. Alors, on va pouvoir passer à la partie questions, échanges et retours d'expérience. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de chat. Elles vont être intégrées au fur et à mesure. Donc, on a déjà quelques premières questions qui ont été posées. Donc, la première, hop, elle va arriver, c'est celle-ci. Pourriez-vous clarifier la distinction entre les fonctions de SDC et de chargé de prévention des risques professionnels? Je vais prendre la parole. Comme on a pu l'indiquer en début de la présentation, en fait, dans certaines entreprises, en fonction de leur taille, de leur organisation, il peut déjà y avoir finalement un ou plusieurs salariés qui remplissent les fonctions du SDC. Donc, on les appelle, comme vous dites, chargé de prévention, référent santé et sécurité, animateur hygiène, sécurité, environnement, responsable sécurité. Donc, tout dépend de l'appellation qu'on a dans l'entreprise. Donc, ces personnes-là ont déjà les fonctions. Néanmoins, on rappelle que depuis 2012, la réglementation a rendu obligatoire le fait que l'employeur nomme un ou plusieurs salariés désignés compétents dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'ils soient identifiés comme tels. Après, c'est vrai qu'ils peuvent avoir différentes dénominations au sein de la structure. Merci. Je vais repartager mon écran parce que vous devez plus voir le partage. Excusez-moi. Donc, merci. Deuxième question. Le salarié désigné compétent doit-il exercer le même emploi que la majorité des salariés de l'entreprise? Allez-y, Pascal, si vous voulez. Moi, je dirais que c'est plutôt conseillé. C'est mieux. Ce n'est pas une obligation en soi. Comme l'on disait dans un slide précédent, on peut partager les ressources, on peut partager un salarié désigné compétent entre plusieurs petites entreprises, par exemple, si c'est possible géographiquement, culturellement. Mais
je reste sur le terme d'opérationnel, puisque c'est pour moi le terme qui reste, je dirais, important. Faire partie du métier, connaître le métier facilite d'autant, je dirais, la mission. C'est quelque part un peu ce que j'appellerais le bon sens. Très bien, merci. Alors, les autres questions arrivent. Troisième question, dans quel cadre s'inscrit ce salarié? Je réponds là, Monsieur Villon. Le cadre. Oui, allez-y, Monsieur Dupont. Hein, comme l'a dit Madame Berger, à juste raison, je l'avais à peine précisé tout à l'heure, moi, mais la différence, c'est que depuis 2012, c'est devenu obligatoire. Toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont un salarié, doivent désigner un salarié compétent. Voilà, c'est devenu obligatoire, mais évidemment, comme l'a précisé Madame Berger, bon nombre d'entreprises s'étaient déjà équipées de personnes pour s'occuper de ces fonctions-là dans l'entreprise, surtout des entreprises de grande taille. Là, on doit avoir quelqu'un qui doit être nommé pour ça dans l'entreprise désormais, quoi. C'est un cadre réglementaire. Très bien, merci. Question suivante. Donc là, ce sont les questions qui ont été posées en direct durant la webconférence. Les TPME sont-elles concernées par cette obligation, donc à savoir une TPE de 5 salariés? Donc là, je pense qu'on vient d'y répondre. Hein. C'est à partir du moment où une entreprise a un salarié. Donc oui, les TPE et les PME sont également concernés par cette obligation. Je vais dire aussi, je vais me permettre de rajouter, Madame Berger, au même titre que le document unique. Dès qu'on a au moins un salarié, on doit avoir un document unique et on doit nommer un salarié compétent. Alors peut-être qu'on aurait d'abord dû, en termes réglementaires, obliger des salariés compétents. C'est peut-être plus eux qui se seraient chargés peut-être de cette mission dans l'entreprise. Très bien. Merci. Question suivante. Comment formaliser la désignation du SDC? Il s'en occupe. Je qui pose la question. Allez, mais je préférerais les spécialistes répondront. Alors, comment formaliser la désignation du SDC? Bon, on voit d'un bon œil que le chef d'entreprise, de la même manière qu'il s'engage dans une démarche qualité ou une démarche de prévention des risques professionnels, pour que ce soit relativement clair, dans l'organigramme, il faut préciser, on est sur des liens fonctionnels, hein, pas forcément de hiérarchie. Et puis, une façon d'informer tout le monde, eh ben, c'est peut-être de joindre un courrier. Sur tel mois, avec la paye, on a un courrier qui est joint, puisque tous les salariés reçoivent leur paye. Ça permet d'informer tout le monde que Madame ou Monsieur Untel eh bien, occupera la fonction de salarié désigné compétent en plus de ses missions. Hein, ou à temps complet, ça dépend les missions qui lui incombent et le temps qui lui est imparti, et qu'en fait, il pourrait être amené à venir vous voir, notamment pour vous questionner ou rechercher des documents relatifs à la santé et sécurité. Ça peut être une fiche de données sécurité, un rapport de vérification sur un contrôle de chariot élévateur ou de pont roulant, ça peut être des données de sinistralité, un état des lieux, des formations en santé et sécurité au travail, par exemple, quoi. J'espère que ça répond à l'interrogation de la personne. J'espère aussi. Éventuellement, la personne peut peut-être confirmer que nous avons bien répondu à sa question dans la barre de chat. En attendant, on a d'autres questions qui arrivent. La suivante et la suivante. Est-ce qu'un IRP, donc salarié de l'entreprise, est un SDC? Tout à fait, hein, c'est ce qu'on disait également. Hein. Donc, si l'IPRP, donc salarié de l'entreprise, on est bien d'accord, il a tout à fait ce rôle-là, hein, ça fait partie de ses missions, toute la partie de prévention des risques professionnels. Donc, tout à fait, hein, il peut être désigné salarié désigné compétent. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait partie de ses missions. Très bien, merci. Je repasse juste à la petite question précédente. Comment formaliser la désignation du SDC? Donc, monsieur Dupont, vous avez bien répondu à la question. Hein, notre spectatrice, ou plutôt notre interlocutrice a confirmé. Donc voilà. OK. Donc, pour la peine, vous avez le droit de répondre à celle-ci. Dans une association, est-ce que cela peut être un bénévole du conseil d'administration? Il n'y a pas de
précision, d'interdiction à ma connaissance dans les textes. Il faut aussi, en fait, n'oublions pas quel est l'objet. L'objet, c'est de faire vivre une démarche de prévention, la prévention au sein de l'entreprise. Si on est dans une association, au même titre qu'on peut être soumis aux documents uniques, bien, j'ai envie de dire, ça peut être un bénévole pareil. Je ne vois pas de contre-indication. Pascal, vous voulez rajouter? Moi, je pense pareil, je vois la même chose. Il faut juste quand même se rappeler que dans la notion de prévention, de démarche de prévention et de SDC, il y a quand même un minimum de délégation. Hein. L'employeur confie une mission sans s'exclure de la responsabilité qu'il engage lui-même. Évidemment. Il y a quand même, vis-à-vis du SDC, des comptes à rendre. Ok. Très bien, merci messieurs. Question suivante. Un membre de la direction, adjointe de direction en l'occurrence, qui travaille déjà en lien avec le CSE, donc dans la commission de SCT, mise à jour du document unique, peut-il être désigné SDC? Oui. Pourquoi pas? Oui. On peut même imaginer, Monsieur Bignon, une toute petite entreprise de 4 salariés. Le chef d'entreprise va dire non, bah moi c'est moi qui suis ça, c'est moi qui suis, c'est moi qui m'occupe des activités de santé et sécurité. Je veux pas reporter ça à mes collaborateurs. Ça peut être le cas dans une entreprise comme ça, visiblement qui doit être assez importante. Il n'y a aucun problème que ce soit un membre de la direction. Il est salarié comme les autres. On a parfois même un directeur sécurité dans l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise. C'est lui le SDC. Alors on peut relayer d'autres missions plus en lien avec le travail réel à d'autres collaborateurs, mais c'est lui il n'y a aucun problème à ça, il n'y a pas de contre-indication. Très bien, merci Monsieur Dupont. Alors, je pense que nous avons balayé l'ensemble des questions. Je demande confirmation auprès du collègue modérateur. Toutes les questions issues du fil de discussion ont été retranscrites. Donc, du coup, quelles aides pour continuer? Alors, le salarié désigné compétent peut mobiliser, on l'a dit, les ressources internes de l'entreprise sur les différentes missions qui lui sont demandées. Mais il peut également s'appuyer des ressources externes et différents acteurs. Donc, par exemple, au niveau du service de santé au travail 72, on peut accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention. Donc, pour cela, nous proposons différents ateliers qui sont compris dans les cotisations. Notamment, on en a parlé tout à l'heure du document unique, donc l'accompagnement à l'évaluation des risques professionnels, qui consiste à vous donner une méthode, des outils pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques, jusqu'à la mise en place du plan d'action de prévention adapté à l'entreprise, et vous disposez d'un suivi individualisé. Pour aller plus loin, le service vous propose également un accompagnement à la gestion du risque chimique, donc là on acte vraiment sur un risque particulier. Également sur les troubles musculo-squelettiques, on a également des ateliers sur les conduites addictives, donc à destination des salariés, mais également des encadrants. Bref, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, dans la rubrique Agenda, ou en fonction du calendrier, vous pouvez vous inscrire sur les thématiques qui vous intéressent. Ensuite, vous pouvez vous appuyer également avec la CARSAT Pays de Loire, qui peut vous conseiller aussi. Elle met à votre disposition l'outil Fortrev. Donc, c'est un outil qui vous permettra de trouver l'ensemble des organismes de formation qui sont habilités, qui permettra, donc, sur différentes thématiques, de développer la culture de prévention en entreprise. Ensuite, il y a la DR2ETS, donc en fait, c'est la directe, on l'appelle comme ça depuis le 1er avril, qui a un rôle d'information en matière de santé et sécurité au travail. On vous a mis le lien vers le site internet du plan régional santé-travail, où vous pourrez retrouver l'ensemble des actions qui sont engagées. Et au titre de la formation, vous pouvez faire appel au CNAM Pays de Loire. Donc, M. Soulard, je vous laisse reprendre la parole. C'est bien ça. Juste avant, excusez-moi, M. Soulard, juste sur le site st72.org, vous avez la rubrique agenda sur la page d'accueil. Et donc, dans cette rubrique-là, vous allez pouvoir retrouver toutes les sensibilisations des différents groupes de travail qu'a présenté Madame Berger, donc pour vous inscrire à ces sensibilisations inter-entreprises. Voilà.
Et donc, le CNAM. Voilà, alors bien sûr, le CNAM fait partie des organismes de formation référencés, mais même s'ils ne sont pas les seuls. Donc faites attention, bien sûr, je conseille toujours aux entreprises, vous avez bien fait de mettre le lien fortprev.fr qui permet de cibler les organismes de formation dont je dirais, les services prévention se portent garant, puisque parfois souvent égalés, mais pas toujours, enfin souvent imités, mais pas toujours égalés, selon les organismes de formation. Donc, vous aurez toute cette liste sur FortPrev. Le CNAM en fait partie. Pour mon cas, moi, si j'avais un retour à donner sur les... parce qu'il n'y a pas eu de question sur quel est le contenu de cette formation. Alors, le contenu de cette formation, même pas en 30 secondes, il s'agit d'avoir quand même une personne pendant 3 jours. On va apporter des outils opérationnels, j'insiste bien sur ce terme, durant 3 journées auprès des personnes concernées, avec une petite journée intercalaire de travail intersession pour valider, je dirais, un peu ces acquis. Et on va balayer tous les champs du domaine de la prévention, qui passe par les enjeux à l'analyse des risques a priori, l'analyse des situations de travail, l'analyse des accidents, donc des risques a posteriori et des plans d'action. Je dirais que c'est quelque chose d'assez complet. Voilà ce que je peux en dire. Et là, je suis prêt à répondre à toutes les questions sur les contenus. Monsieur Dupont, bien sûr, aussi. Merci, Monsieur Soulard. À propos de questions, une dernière question est arrivée. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Sur le réglementaire. Voilà. Est-ce qu'en cas d'incident, est-ce que le SDC est responsable ou est-ce l'employeur? Alors, moi, je vais répondre, je suis tranquille avec ça. Oui, mais tout salarié peut être responsable. N'oublions pas que... alors, il faut savoir que le SDC peut bénéficier d'une délégation de pouvoir, d'accord? C'est clairement marqué dans les textes, mais une délégation de pouvoir, ça veut dire qu'il faut que le délégataire ait été investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, mais en aucun cas, ça n'enlève la responsabilité de l'employeur qui doit assurer la santé et sécurité des travailleurs et des collaborateurs de son entreprise. C'est bien cette loi de 1991 qui a posé cette obligation de résultat pour l'employeur. Alors, il faudra que le SDC est une formation, qu'il ait les compétences en fait, qu'il ait l'autorité et qu'il ait les moyens, qu'il puisse acheter le matériel nécessaire aussi pour mettre en place la sécurité. Tout ça, c'est la délégation de pouvoir. Si c'est le cas, il faudra que l'on informe le salarié désigné compétent. Il y a déjà des salariés désignés compétents, c'est-à-dire des ingénieurs prévention, des responsables sécurité dans certaines entreprises qui ont cette délégation. Mais en aucun cas, ça n'enlève la responsabilité à l'employeur. C'est déjà lui qu'on ira voir, et ensuite, on verra le législateur verra ce qui s'est passé, quoi. Je sais pas si ça répond. C'est toujours, mais tout le monde est assujetti à tout le monde est responsable de sa santé et des problèmes qu'il pourrait causer aussi aux autres, sur une faute volontaire ou voilà. Il faut pas l'oublier. C'est clairement marqué dans le code du travail aussi. Très bien, merci Monsieur Dupont. Effectivement, je pense que vous avez répondu à la question. La personne qui avait posé la question a répondu. Donc voilà. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette session, de cette webconférence à 3 voix et à la partie des questions-réponses. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir pu poser vos questions. Merci Monsieur Dupont de la CARSAT d'avoir présenté cette webconférence en coopération avec le CNAM des Pays de la Loire et Santé au Travail 72. Merci Monsieur Soulard, merci Madame Berger. Merci à vous tous. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs, peuvent être donc la CARSAT, le CNAM ou Santé au Travail 72. Voilà, votre service de santé au travail interentreprise. Pour revoir cette webconférence, donc ça sera d'ici quelques jours sur notre site internet, donc n'hésitez pas à la revisionner ou à la partager avec d'autres collègues susceptibles d'être intéressés par la thématique. Et nous vous enverrons dans
dans quelques heures dans la journée, deux supports d'information. Donc peut-être que Monsieur Dupont, vous pouvez en parler rapidement du document de la CARSAT, donc de vos confrères de Rhône-Alpes. Je vous laisse la parole. Oui, vous l'avez à l'écran ou pas, non? Je ne l'ai pas à l'écran. Le temps que vous... Bon. Ok. Non, mais je vais en parler. On a nos collègues de la CARSAT Rhône-Alpes qui ont fait un document, j'ai envie de dire, très pratico-pratique, que vous allez vous y retrouver au travers du diaporama qu'on a animé, puisque de manière très simple, il explique qui fait quoi dans l'entreprise, quel est le rôle du SDC, quelle mission on peut lui confier. Ce document est rassurant aussi, on y voit bien les liens entre chaque personne. Et il faut comprendre que si c'est une nouvelle obligation, hein, enfin une nouvelle depuis quand même 2012, ça reste quand même aussi rassurant pour l'employeur, puisque l'employeur ne peut pas être partout. Et ce salarié compétent, eh bien, il est au plus près des situations réelles, d'où l'intérêt de d'abord nommer quelqu'un de l'entreprise. Il fait le lien avec les autres et il est là pour remonter à l'employeur. Tiens, on n'a pas remis à jour le document unique. Tiens, on a un nouveau, il faut qu'on l'accueille en matière de santé et sécurité au travail. Enfin, voilà, etc. Il est là aussi pour appréhender toutes ces missions de protection et de prévention des risques professionnels et de remonter tout ça à l'employeur. C'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui fait la veille de tout ça dans l'entreprise. Donc ce document reflète tout ça de manière très synthétique, très accessible. Il n'est pas long à lire. Voilà. Très bien, merci. Donc peut-être que le document de la CARSAT Rhône-Alpes en parle, mais une question vient d'arriver, une dernière question. Un salarié peut-il refuser ou démissionner de cette mission de SDC? C'est pour qui la question? Alors, je sais pas si mon je sais pas si mon chef m'embauche pour faire les payes parce que je suis comptable. Est-ce que je peux démissionner de mon poste de comptable? J'ai envie de renvoyer la question. Je veux dire, après, le chef d'entreprise veillera à ce qu'il y ait un intérêt pour le salarié aussi. Si quelqu'un a déjà une appétence pour la santé et sécurité au travail, il faudra en tenir compte évidemment. On sait que quelqu'un qui a une appétence pour ça, eh bien, ira le plus loin possible dans ses missions. Quoi, voilà. Mais si on désigne quelqu'un à contre-cœur, j'ai des doutes sur les bons résultats de la mission. Je vous laisse continuer, Pascal. Justement, c'est ce que je pense, c'est que l'employeur a, en toute logique, connaissant ses troupes, va tout naturellement s'orienter vers une personne dont il sent ou qu'il pressent qu'elle a des affinités pour ces sujets. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, il est toujours possible de démissionner d'une fonction quelle qu'elle soit, mais en choisissant des personnes qui ont ces affinités, on a toutes les chances et on met les meilleures chances de notre côté pour assurer la réussite. Ça me paraît évident. Bon, par contre, réglementairement, bien sûr, on ne peut pas empêcher quelqu'un de démissionner, c'est une évidence. On a une autre question, je crois. Oui, on a une autre question qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Débutant, alors, oui. Mais le SDC peut-il être un débutant en santé et sécurité? Moi, je pense que oui. Et parce que autant par nature, dans une entreprise, quand vous avez déjà ce qu'on appellerait un sachant, des grandes entreprises vont s'offrir le luxe de pouvoir embaucher des ingénieurs HSE, des gens qui ont fait des études pour ce faire. Mais ça, bien sûr, il y a juste à faire le courrier qui va bien pour désigner cette personne comme étant SDC. Mais dans une TPE-PME, parfois, des gens qui sont à d'autres postes, peut-être je pense à maintenance, peu importe, quelle que soit sa fonction, pour peu qu'on ait des affinités sur ces sujets de santé et sécurité au travail, l'employeur peut vous désigner, vous n'êtes peut-être pas encore très compétent dans le domaine, mais justement, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le salarié désigné compétent peut bénéficier d'une formation qui va lui permettre d'avoir les outils nécessaires à l'exercice de ses missions. Il n'y a aucun souci. On est débutant au début et expérimenté avec le temps. Très bien, merci Monsieur Soulard. Je pense que c'était la toute dernière question. Entre-temps, nous n'avons pas eu d'autres. Donc, on peut dire que c'est fini pour ce matin. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir assisté à cette webconférence. Merci à nos intervenants, Madame Berger du ST72, Monsieur Dupont de la CARSAT, Monsieur Soulard du CNAM des Pays de la Loire.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, moi je vais vous souhaiter, je dirais, une bonne fin de matinée. Merci. Merci pour vos participations et vos questionnements. Rappelons que c'est certes une obligation, mais il faut voir ça plutôt de manière rassurante parce que ça permet, il vaut mieux être informé de quelque chose qui pourrait avoir des conséquences importantes dans l'entreprise. En tout cas, merci pour la pertinence de vos questions à toutes et à tous. Très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Pareillement, au revoir. Au revoir.